Europe 1, il est 7h46, c'est l'heure de l'interview vérité. Ce matin, Samuel, vous recevez le député d'hiver gauche de la Charente-Maritime, Olivier Falorni. Oui, Olivier Falorni, secrétaire de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de 2015, secrétaire également de la mission parlementaire d'information sur les moyens de Daesh, autant dire un regard d'expert sur cette vague de terrorisme qui frappe notre pays. Bonjour Olivier Falorni. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors vous n'y allez pas par quatre chemins. Après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, vous dénoncez une faillite judiciaire, et vous demandez à ce que la juge qui a ordonné la mise en liberté conditionnelle de l'auteur de l'attentat réponde de sa décision. Oui, je crois que tout le monde doit assumer ses responsabilités. Le pouvoir judiciaire doit le faire. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai fait un débat avec un représentant du syndicat de la magistrature qui nous accusait, nous les politiques, d'avoir voté une loi liberticide, l'état d'urgence. Eh bien, si on veut ne pas avoir recours à l'état d'urgence, c'est-à-dire à des pouvoirs administratifs accrus, il faut que la justice joue son rôle. Et là, moi, j'ai lu quelques extraits de l'ordonnance rendue par la juge, mais je suis désolé, c'est une ordonnance de bisounours. On rappelle que le parquet avait fait appel, lui. Ce sont des ordonnances de bisounours, en tout cas celle-ci. Et j'ai l'impression que cette juge, qui pourtant doit être spécialisée, a oublié un élément essentiel qu'il faut intégrer dans la lutte contre le terrorisme, c'est ce qu'on appelle la taquilla, c'est-à-dire la dissimulation. La dissimulation, j'ai été amené à rencontrer d'ailleurs des terroristes incarcérés à Fresnes, dans l'unité dédiée. Franchement, pour avoir discuté quelques minutes avec eux, si on n'a pas ça en tête, on leur donnerait le bon Dieu sans confession, le terroriste si j'ose dire. A dit à la juge qu'il avait des projets d'avenir. Il l'a berné. Vous voulez que cette juge soit sanctionnée ? En tout cas, qu'elle rende des comptes devant l'autorité judiciaire. Alors l'autorité judiciaire a parfois du mal à sanctionner. Moi j'ai encore en mémoire Outreau, le juge Burgot, qui n'a pas été sanctionné. Je crois qu'à un moment, il faut que tout le monde assume ses responsabilités. Le pouvoir politique, aujourd'hui, on le voit, est de façon parfois un peu indigne et ciblé pour avoir mal géré l'attentat de Nice, ou en tout cas supposait-elle. Je crois qu'aujourd'hui, on a une juge qui a donné une ordonnance, à mon avis, totalement surréaliste, une ordonnance de bisounours, parce qu'il y a une réalité aujourd'hui de danger grave face à cela. Le parquet avait fait appel, le parquet antiterroriste, Monsieur Molins, qui pour le coup s'y connaît en terrorisme, et on a quelqu'un qui relâche en imaginant qu'il va y avoir une réinsertion possible. Non, attention, on est en guerre. Je rappelais que vous avez été secrétaire de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de 2015. Ce rapport, ce gros rapport de 1000 pages évoquant notamment l'organisation de l'islam en France, est-ce que le gouvernement l'a suffisamment pris en compte ? Non, pas suffisamment. D'ailleurs, je pense que le gouvernement n'a pas pris suffisamment en compte l'ensemble des propositions que nous avons faites dans ce rapport. Et je crois que la question de l'islam de France, et je préfère parler d'islam de France que de l'islam en France, pose un vrai problème. Vous savez, moi, je suis un député laïque. Certains me reprochent d'ailleurs d'être un laïcard. C'est sans doute péjoratif dans leur bouche. Moi, je suis prêt à l'assumer. Je considère, si vous me permettez l'expression, que la loi de 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État, c'est une loi sacrée dans la République. Néanmoins, quand on est un laïc, on doit refuser les dogmes et on doit être pragmatique. Du concordat qu'on évoquait tout à l'heure avec David Doucan, notre expert politique, ce concordat que donc l'État pourrait proposer à l'islam, c'est ça ? Honnêtement, je ne pensais jamais un jour vous dire ça. Ouais. Parce que j'étais plutôt hostile d'ailleurs au maintien du concordat en Alsace-Moselle. Et je pensais même que la constitutionnalisation de la loi de 1905 était peut-être souhaitable. Qu'est-ce qui vous a fait changer aujourd'hui qu'un concordat avec l'islam est peut-être souhaitable? J'ouvre une piste. C'est qu'aujourd'hui, on constate quoi? On a des imams qui ne parlent même pas français. J'entendais sur votre antenne il y a quelques minutes que l'imam de Saint-Étienne-du-Rouvray était marocain, qui ne parlait pas français, et que cette mosquée avait mené une initiative heureuse d'essayer de dialoguer avec les jeunes. Ils parlent marocain, ils ne parlent pas français. Donc on a un problème. Certains imams ne parlent pas français, certains imams sont formés à l'étranger, parfois dans des pays à culture salafiste, wahhabite. On a une représentation du culte musulman qui n'est pas satisfaisante. Nicolas Sarkozy avait tenté le CFCM, ça ne marche pas. Donc quoi faire ? Je crois que la situation aujourd'hui, elle impose d'être pragmatique. Le concordat permettrait d'apporter par exemple un financement pour la construction de mosquées. Entre autres choses, d'ailleurs, l'argent ne viendrait plus de l'étranger. Et par ailleurs, c'est sans doute votre intention d'encadrer davantage cet islam de France.
d'encadrer la formation des imams, de faire en sorte que nous ayons des imams républicains. Et que l'État puisse avoir son droit de regard. C'est-à-dire que, quelque part, l'islam de France ne soit pas petit à petit phagocyté par les plus excessifs, par les salafistes, pour employer le mot précis. L'islam de France, aujourd'hui, est en situation de faiblesse. Donc, peut-être faut-il un concordat avec l'islam, mais alors, un CDD. Un concordat provisoire. à durée déterminée. Un concordat à durée déterminée parce que la loi de la République ne doit pas intégrer le principe du concordat qui serait dérogatoire puisqu'il ne s'adresserait qu'à l'islam parce qu'en 1905, il y avait très peu de musulmans en métropole. Exactement. Donc il faut peut-être être pragmatique. Je lance cette piste, je ne prétends pas avoir raison et je vous dis, je ne pensais pas un jour avoir à vous dire ça. Olivier Falorni, vous venez de dire le mot salafiste. Il y a combien de mosquées salafistes en France ? Il y en a une dizaine de fermées. Je pense qu'on n'est pas loin de la cinquantaine aujourd'hui. Et vous savez, c'est très compliqué parce qu'une mosquée salafiste, il y a plus d'une cinquantaine de mosquées qui ont affaire à des salafistes. Moi, j'ai rencontré des imams parfaitement modérés, républicains, et qui me disent qu'il y a une tentative d'entrisme de quelques salafistes ou d'un réseau salafiste. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on doit fermer une mosquée où il y a cette tentative d'entrisme de salafistes, c'est ça ? Non, justement, il faut aider ces voilà. imams, il faut aider ces mosquées. Et les imams ne sont pas armés. Quand vous avez un imam qui ne parle pas français, qui a été formé en Arabie Saoudite, excusez-moi, c'est difficile de combattre le salafisme. Non, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut fermer les mosquées clairement salafistes, et il y en a, avec des imams qui professent vraiment le salafisme. Et pour moi, le salafisme n'a pas droit de cité en France. Le salafisme est opposé aux droits de l'homme, le salafisme est opposé à l'égalité homme-femme, le salafisme est opposé à la laïcité, donc il n'a rien à faire en France. Je le disais en vous présentant tout à l'heure, Olivier Falorni, vous pointez du doigt une arme des terroristes qui, selon vous, est sous-estimée, c'est la propagande djihadiste sur Internet, et vous dénoncez l'absence de contrôle de contenu de ces géants de l'Internet que sont Google, Facebook, Twitter aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce sont des complices de Daesh. Ce sont des complices de Daesh. Des complices de Daesh. Passifs, certes, mais ce sont des complices de Daesh. Vous savez, on parle des katibas en Irak et en Syrie. Les katibas sont des camps d'entraînement. Eh bien, il y a des katibas numériques aujourd'hui sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir faire comme en Algérie où on coupe Internet ? Alors, évidemment, la France ne pourrait pas le faire et ça serait dramatique pour l'économie de notre pays. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut taper au porte-monnaie ? Moi, j'ai eu l'occasion, dans le cadre de la mission d'enquête sur Daesh, Oui. on a reçu les grands opérateurs sociaux, les représentants français, Google, Twitter, Facebook. Franchement, ils nous ont répondu avec un mépris absolu. Ils nous ont renvoyé au droit américain, premier amendement de la Constitution, liberté de parole absolue. Mais alors, quand on regarde Facebook, vous avez une femme un peu dénudée sur Facebook, on l'enlève dans l'heure. Ouais. Par contre, une vidéo de Daesh, là, elle reste sans problème. Parce que c'est la liberté de parole. Contre cette situation, le juge antiterroriste David Benichou souhaite, il l'a proposé, qu'on arrête un responsable, un cadre, l'un de ces géants d'Internet, pour délit de complicité, pour que ces entreprises comprennent en fait la gravité de ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est extrême, mais pourquoi pas ? Parce que ce sont des complices, comme je l'ai dit. Et donc, peut-être, ça leur ferait du bien, non pas d'aller à Guantanamo, mais d'assumer leurs responsabilités. Et peut-être, par une mesure, certes un peu excessive, mais qui pourrait être appliquée, de leur montrer qu'à un moment, ils ont des responsabilités et qu'ils ne doivent pas participer à l'effort de guerre de Daesh. Et je retiens votre mot, les géants d'Internet complices. Passif mais complice de Daesh. Merci Absolument. beaucoup Olivier Falorni d'avoir été l'invité de l'interview Vérité d'Europe 1.